23 000 soldats, 100 000 réservistes. Et à partir de juillet 2026, c'est un général français qui commande tout ça. La France va prendre les rênes de la plus grande force de réaction de l'OTAN, l'Allied Reaction Force. 23 000 hommes et femmes prêtes à m'intervenir en moins de 10 jours, n'importe où dans le monde, sous les ordres de Paris. C'est du jamais vu. Et pourtant, personne n'en parle. 3 questions. Premièrement, pourquoi l'OTAN confie-t-elle sa force la plus puissante à la France, un pays qui acquitte le commandement intègre pendant 43 ans? Deuxièmement, qu'est-ce que ça change concrètement pour la défense de l'Europe? Et troisièmement, la France a-t-elle vraiment les moyens de commander 123 000 soldats de 13 nationalités différentes? On analyse tout cas aujourd'hui. Restez avec nous. Pour comprendre ce qui se joue en juillet 2026, il faut remonter à 2014. Quand la Russie annexe la Crimée, l'OTAN se réveille en sursaut. L'Alliance, qui s'était endormie après la guerre froide, réalise qu'elle n'a plus de force crédible de réaction rapide. La NATO Response Force, la NRF, existait sur le papier depuis 2002, mais elle n'avait jamais été testée dans un contexte de guerre réelle en Europe. Pendant 10 ans, l'OTAN rafistole. Elle crée le Very High Readiness Joint Task Force, la VJTF, une brigade de 5 000 hommes déployables en 48 heures. C'est mieux que rien. Mais en février 2022, quand la Russie envahit l'Ukraine, tout le monde comprend. 5 000 hommes, ça ne suffit pas. Pas contre une armée qui mobilise 180 000 soldats en quelques semaines. Alors, au sommet de Madrid en juin 2022, l'OTAN prend une décision historique. On jette la NRF à la poubelle et on la remplace par quelque chose de beaucoup plus gros, l'Allied Reaction Force, l'ARF. Plus de 300 000 soldats au total, dont une force d'intervention rapide de 23 000 hommes, c'est 7 fois plus que l'ancienne VJTF. Et cette force doit être opérationnelle en moins de 10 jours. C'est là que la France entre en jeu. Abonnez-vous maintenant, parce que dans quelques minutes, on va voir exactement quelles unités françaises seront déployées et pourquoi c'est inquiète Moscou. Le 1er juillet 2026, la France prend officiellement le commandement de 2 composantes de l'ARF sur 4. La composante terrestre, le Land Component Command, sous les ordres de la 3e division Blindy, basée à Marseille. Et la composante aérienne, le Joint Force Air Component Command, c'est une première absolue. Jamais la France n'avait commandé simultanément la terre et l'air de la force de réaction de l'OTAN. Concrètement, ça veut dire quoi? La 3e division, ce sont 23 000 soldats, des Français, mais aussi des Turcs, des Espagnols, des Polonais, des Grecs, des Lituaniens, des Britanniques et des Macédoniens. 13 nations sous commandement français, et derrière, 100 000 réservistes mobilisables. Le général qui commande cette force doit être capable de déployer ses troupes n'importe où, sur le flanc et de l'Europe face à la Russie, en Méditerranée, ou même hors du territoire de l'Alliance, en moins de 10 jours. C'est un exercice logistique titanesque. Il faut coordonner des avions de transport, des trains, des convois routiers, des navires. Il faut que les communications fonctionnent entre 13 armées différentes qui ne parlent pas la même langue. Il faut que les règles d'engagement soient claires pour tout le monde. Pour se préparer, la France a passé 2 ans à s'entraîner. L'exercice Steadfast Dagger 2025, mené en Norvège et en Pologne, a été l'épreuve finale. Pendant 3 semaines, l'état-major de la 3e division a commandé une force multinationale dans un scénario de guerre totale. Attaque cybernétique, brouillage électronique, opérations amphibies, tout y est passe. Et la France a été certifiée. Le Chasseur, le commandant suprême des forces alliées en Europe, a validé que Paris était prête à prendre les commandes. Mais pourquoi la France? Pourquoi pas l'Allemagne, qui a la plus grosse armée d'Europe occidentale? Pourquoi pas le Royaume-Uni, qui a l'expérience de l'Irak et de l'Afghanistan? La réponse tient en 3 mots.
Autonomie stratégique complète. La France est le seul pays d'Europe continentale qui coche toutes les cases. Armes nucléaires, indépendante, pas sous parapluie américain. Porte-avions. Le Charles de Gaulle, seul porte-avions d'Europe à propulsion nucléaire. Capacité de projection. La France peut déployer des forces à des milliers de kilomètres en quelques jours, comme on l'a vu au Mali, en Centrafrique, au Liban. Force spéciale parmi les meilleures du monde, le commandement des opérations spéciales, le COS, et surtout une culture du commandement. La France s'est commandée des coalitions, elle l'a fait en Libye en 2011. Elle l'a fait au Sahel pendant 10 ans. L'Allemagne a les effectifs, mais pas l'expérience opérationnelle. La Bundeswehr n'a pas mené d'opération majeure depuis des décennies, et les problèmes d'équipement sont légendaires. Berlin n'avait que 18 chars Léopard opérationnels en 2022 sur un parc de 225. Le Royaume-Uni a l'expérience, mais acquitte l'Union européenne, et l'OTAN cherche à renforcer le pilier européen, pas le pilier anglo-saxon. Alors la France devient le choix logique. Et stratégiquement, c'est un coup de maître pour Paris. Abonnez-vous maintenant, parce qu'on va voir ce que ces échanges pour la sécurité de l'Europe, et il y a un chiffre à la fin qui explique tout. Ce commandement change la donne à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan militaire pur. Comme on l'avait analysé dans notre vidéo sur l'armée française, peut-elle vraiment se battre? La France a un problème de masse. Son armée est excellente, mais petite. 203 000 soldats d'active. C'est moins que la Turquie, moins que l'Italie, moins que la Grèce en proportion. Et les stocks de munitions sont insuffisants pour une guerre de haute intensité. Mais avec la RF, la France gagne l'effet multiplicateur. Un général Franquet ne commande plus seulement ses 23 000 hommes, il commande un système intègre avec des chars Léopard espagnols, de l'artillerie polonaise, des drones turcs Bayraktar, des frégates britanniques. C'est comme si la France avait soudain triple la taille de son armée, sans dépenser 1 euro de plus, et ça va plus loin. Le commandement de la RF donne à Paris un accès direct au système de renseignement de l'OTAN, aux satellites, aux réseaux de communication sécurisés. La France voit tout, entend tout, décide tout pendant 1 an. Sur le plan diplomatique, c'est encore plus significatif. Depuis que la France est revenue dans le commandement intègre de l'OTAN, en 2009 sous Nicolas Sarkozy, Paris cherche à prouver qu'on peut être à la fois un allié loyal et un pays souverain. Commander l'ARF, c'est la démonstration ultime. La France dit au monde, on est au cœur de l'alliance, on en prend la responsabilité, mais on garde notre indépendance nucléaire et notre capacité d'agir seul. Pour Moscou, le message est clair. La Russie a toujours tenté de diviser l'OTAN en jouant la France contre les États-Unis. Le Kremlin aime rappeler que De Gaulle acquitte le commandement intègre en 1966, que la France a dit non à l'Irak en 2003, que Paris et Washington ne sont pas toujours d'accord. Mais quand la France prend le commandement de la force de réaction de l'OTAN, la force qui serait déployée en premier en cas d'attaque russe, ce narratif s'effondre. Maintenant, soyons honnêtes. Ce commandement n'est pas que de la gloire. C'est aussi un fardeau en normes. Premier problème, le coût. Commander l'ARF pendant 1 an, ça coûte cher, très cher. Les exercices de certification, les déploiements des états-majors, les systèmes de communication, tout cassort du budget du ministère des Armées. Et ce budget, bien qu'il augmente, 57 milliards d'euros en 2026 contre 47 en 2024, reste insuffisant selon beaucoup de généraux. Le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, l'a dit clairement. L'armée française manque de profondeur. On a les Rafales, on a le Charles de Gaulle, on a les forces spéciales. Mais on manque de canons César, de munitions d'artillerie, de véhicules blindes de nouvelle génération. Le programme Scorpion, qui doit remplacer les vieux VAB et AMX, dits RC, a pris des années de retard. Deuxième problème, l'interopérabilité.
commander 13 nations différentes, ça veut dire 13 systèmes de communication, 13 doctrines tactiques, 13 langues. Pendant Steadfast Dagger, des officiers français ont dû coordonner des unités lituaniennes et macédoniennes en temps réel. L'anglais est la langue de travail, mais quand les obus tombent, chacun crie dans sa langue maternelle. Des erreurs de coordination ont coûté des vies dans le pass. En Afghanistan, des frappes amies entre alliés ont tué des soldats franquais en 2008 à Uzbin. Troisième problème, la durée de l'engagement. 1 an, qu'apparaît court. Mais pendant ce temps, la France doit maintenir sa capacité d'intervenir ailleurs. Si une crise éclate au Moyen-Orient, ou si un allié appelle au secours, Paris ne peut pas dire « désole, on est occupé avec l'ARF ». La France doit être capable de faire les deux en même temps. Et avec une armée de 203 000 soldats, c'est un étirement dangereux. Abonnez-vous maintenant, parce que la semaine prochaine, on analyse un sujet qui va vous surprendre, et vous ne voulez pas le rater. Pensez à Sylvie. Sylvie a 52 ans. Elle est infirmière militaire à l'hôpital d'instruction des armées de Persie, à Clamart. Elle a fait le Liban, le Mali, la Centrafrique. En 2025, elle a été sélectionnée pour l'état-major de la 3e division. Elle passera 1 an commander la cellule médicale d'une force de 23 000 soldats. Ça veut dire planifier l'évacuation de blesses par hélicoptère dans les Carpates polonaises. Coordonner avec des médecins turcs et grecs qui n'utilisent pas les mêmes protocoles. Gérer des stocks de sang au négatif pour 13 nationalités. Sylvie ne sera pas dans les journaux. Mais c'est elle, et des centaines comme elle, qui font que ce commandement est réel. Pas juste un communiqué de presse du ministère. Pensez aussi à Mehdi. Mehdi a 26 ans. Il est sergent au 1er régiment de tirailleurs, base à Épinal. Son unité est rattachée à la 3e division. En juillet, il pourrait être déployé en moins de 10 jours sur le flanc est de l'OTAN. En Pologne, en Roumanie, dans les pays baltes. Mehdi s'est engagé à 18 ans. Il a fait une mission au Liban. Il n'a jamais vu la guerre de haute intensité. Et pourtant, c'est lui qui serait en première ligne si l'article 5 était déclenché. Voilà la réalité derrière les chiffres. 23 000 soldats, ce ne sont pas des pions sur un échiquier. Ce sont des Sylvie et des Mehdi. Des gens qui ont des familles, des projets, des peurs. Et qui, à partir de juillet, seront sous les ordres d'un général français. Et maintenant, le chiffre qui explique tout. 36 milliards d'euros. C'est le montant supplémentaire que la France va injecter dans sa défense entre 2026 et 2030. La loi de programmation militaire a été revue à la hausse de 413 milliards à 449 milliards. Le budget annuel passera de 57 milliards en 2026 à 76 milliards en 2030. CA représente 2,5% du P.B. Le seuil exige par l'OTAN que la France n'avait jamais atteint depuis la fin de la guerre froide. Pourquoi maintenant ? Parce que le commandement de la RF n'est pas un événement isolé. C'est un signal. La France dit à ses alliés, on met l'argent, on met les hommes, on met le commandement, et on prend nos responsabilités. Mais est-ce suffisant ? Les États-Unis dépensent 886 milliards de dollars par an pour leur défense. La Russie, officiellement 109 milliards, mais probablement le double en parité de pouvoir d'achat. La France, même à 76 milliards, reste un acteur moyen à l'échelle mondiale. La question n'est pas de rivaliser avec Washington ou Moscou. La question, la France peut-elle être le leader crédible de la défense européenne ? 3 scénarios se dessinent. Premier scénario, le scénario optimiste. La France réussit son commandement de la RF. 0 incident, coordination parfaite, exercice réussi. Paris capitalise et devient le pivot de la défense européenne. L'initiative européenne de défense, portée par Macron depuis 2017, prend enfin corps. La France attire des contrats d'armement européens. Les Rafales se vendent en Pologne et en Grèce. KNDS, le consortium franco-allemand de chars, devient le champion européen.
La défense crée des emplois, de l'innovation, de la croissance. Deuxième scénario, le scénario réaliste. Le commandement se passe correctement mais sans éclat. Des problèmes logistiques mineurs, des tensions avec les Turcs sur les règles d'engagement, des retards de déploiement. La France gagne en crédibilité, mais pas assez pour changer la donne. La défense européenne reste fragmentée. Chaque pays continue à acheter américain parce que c'est plus simple. La France garde son rang, mais ne monte pas. Troisième scénario, le scénario noir. Une crise éclate pendant le mandat franquais. Provocation russe dans les pays baltes, incidents en mer Noire, escalade au Moyen-Orient. La France doit déployer l'ARF pour de vrai, pas pour un exercice. Et là, toutes les faiblesses apparaissent, manque de munitions, retard de déploiement, problèmes de communication entre alliés. Le général français est de bord. L'image de la France comme leader militaire prend un coup fatal. Lequel de ces scénarios va se réaliser? Personne ne le sait. Mais une chose est certaine. À partir de juillet 2026, la France portera sur ses épaules la responsabilité de la première ligne de défense de l'Alliance Atlantique. 23 000 soldats, 13 nations, 10 jours pour intervenir. La dernière fois qu'un pays apporte une telle responsabilité au sein de l'OTAN, c'était les États-Unis, pendant la guerre froide. Aujourd'hui, c'est la France. Écrivez en commentaire, pensez-vous que la France a les moyens de commander la plus grande force militaire d'Europe? Oui ou non? Et pourquoi? La semaine prochaine, on plonge dans un sujet brûlant, les 36 milliards supplémentaires pour l'armée française. Où va vraiment cet argent et qui en profite? Vous allez être surpris. Activez la cloche pour ne pas le rater. Pour